À présent, nous allons passer à notre partie débat. Bien sûr, l'Égypte abrite des chefs-d'œuvre architecturaux et également des chefs-d'œuvre qui attirent les touristes autour du monde entier, que ce soit la civilisation pharaonique, islamique, copte. Vous le nommez, l'Égypte est vraiment riche avec ses trésors. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler de deux pharaons renommés de l'Égypte, ou un pharaon et une reine. Il s'agit de Toutankhamon et Néfertiti, et une nouvelle thèse qui vient d'apparaître sur les tombeaux de ces deux pharaons ou ces deux Égyptiens renommés. Et aujourd'hui, nous avons avec nous au studio Dr Maïezaki, professeur d'archéologie à la faculté de tourisme et d'hôtellerie, qui va nous parler de sujet. Bienvenue à notre programme. Merci. Mais je crois qu'avant d'entamer le vif du sujet, nous devons également parler d'un thème qui préoccupe tous les Égyptiens et tout le monde actuellement. C'était ce drame de crash sur le Sinaï. Vous qui êtes spécialisé dans le domaine de la civilisation et de l'architecture égyptienne, est-ce que vous croyez qu'un accident pareil, ou même si c'est un attentat, peut vraiment freiner la curiosité du monde entier de venir découvrir les trésors de l'Égypte? Comment vous voyez l'ampleur de cet accident? Regardez, ce n'est pas question de freiner l'amour de l'égyptologie ou bien de tout ça, mais c'est question de sécurité. Et si on pense de la sécurité, c'est la cause essentielle d'arriver, de venir visiter un pays ou non. Et le crash de l'avion, on ne sait pas si c'est un attentat ou non, mais jusqu'à maintenant, c'est interdire aux gens de venir en Égypte à cause de cet accident. C'est un point noir, si vous voulez, ou bien quelque chose de grave pour le tourisme égyptien, on sait. Mais ce n'est pas la première des accidents, la première des choses qu'on a pu affronter les années dernières. Depuis 1997, peut-être, nous avons beaucoup de problèmes à propos de ça. Et on pense qu'on va passer ce problème, qu'on a déjà passé beaucoup d'autres problèmes. Alors justement, les vacances de Noël approchent. On sait que pendant ces périodes-là, la ville préférée est Luxor et Assouan. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des répercussions négatives justement en matière de tourisme dans ces zones-là? Bien sûr. Pour accéder à ces lieux-là, c'est à l'aide des avions. Et avec un accident pareil, ça peut vraiment menacer les visites et le tourisme dans ces lieux. Ça va prendre du temps, mais je pense qu'on va récupérer le tourisme encore une fois. Peut-être qu'on va passer cette saison, la saison prochaine. Et justement, on pourrait profiter de nos 90 millions d'habitants. Aujourd'hui, pourquoi les agences ne font pas des offres intéressantes, avions, hôtels, pour ces villes de Luxor et Assouan? Je pense que nous, en tant qu'Égyptiens, si on se mobilise, je suis certaine que le tourisme sera fort et que les gens, en nous voyant investir dans nos propres monuments, ils viendront parce qu'ils nous verront sains et saufs. On doit premièrement, dans les écoles, donc enseigner les enfants comment aimer l'égyptologie, l'archéologie, les monuments, puis après faire des tours pareils pour que les gens soient encouragés. Oui, c'est vrai. Oui, alors concernant le tombe de Toutankhamon, on célèbre le 93e anniversaire de la découverte de cette tombe et de ce jeune pharaon, mais aussi on y mène actuellement des recherches. Les équipes en charge de la mission scannent les pyramides et utilisent actuellement leur équipement pour découvrir une éventuelle tombe de Néfertiti. Alors parlez-nous de ça. Pourquoi on mêle actuellement Néfertiti à Toutankhamon? Quelle est la théorie qui existe? Tout à fait, au début, on sait qu'il y a une relation de parenté entre les deux pharaons, comme vous avez déjà dit. Néfertiti, c'est la femme d'Akhenaton. Toutankhamon, c'est le fils d'Akhenaton, mais ce n'est pas le fils de Néfertiti. Probablement, il est un fils d'une reine qui s'appelle Kia, ou bien il est fils de sa propre sœur, qui s'appelle Méritatan. Donc, il y a ici des points d'interrogation. La question, c'est que Toutankhamon est mort à l'âge de 19 ans. La tombe est très petite pour abriter la momie d'un pharaon. On a pensé dès le début qu'à cause de la mort soudaine du pharaon, on a choisi une petite tombe déjà finie, déjà achevée, et on a mis le corps du roi à l'intérieur de cette tombe. Mais toujours on se posait la question, comment pour un pharaon comme Toutankhamon, on a cette toute petite tombe qui abrite seulement, qui contient une seule chambre décorée, le reste de la tombe ne contient pas de décoration. C'est vrai qu'elle contient un mobilier funéraire très important, à peu près 5000 pièces, mais à la fin elle est toute petite pour recevoir ce corps.
Après quelques fouilles ou bien quelques observations des murs, on a trouvé des sortes de traces de 2 portes. Et c'était dans la chambre funéraire du roi. Et la tombe elle-même, elle contenait, les portes de la tombe étaient toutes faites sous forme de murs. Ça veut dire que Howard Carter, lors de la découverte, il a 93 ans, a fait des ouvertures dans des murs pour pénétrer à la tombe. C'est pour cela qu'on a commencé aujourd'hui à penser que probablement ces 2 traces mènent à 2 chambres. Une qui est sorte de magasin et l'autre probablement une des chambres de la tombe de Néfertiti, parce que Néfertiti est la femme reine, la femme du roi Akhenaton. Peut-être on a caché sa tombe dans ce lieu. Alors maintenant, j'ai 2 questions, parce que c'est vraiment un sujet très important. Un roi, enfin le fils d'un roi, lorsqu'il est né, normalement sa tombe est préparée dès sa naissance. Eh oui, Pourquoi, normalement 19 ans, ils auraient eu le temps de lui faire une belle tombe et non précipiter les choses et le mettre dans une petite pièce. Oui, c'est vrai. Donc là aussi, ça pose problème. Et deuxième chose, pourquoi Néfertiti serait enterrée dans la vallée des rois alors qu'il y a la vallée des reines? Oui, la première question, c'est la réponse, c'est pas le cas pour Toutankhamon. L'époque, c'est une époque de trouble, parce que Akhenaton a changé de capitale, a changé de dieu, d'amant jusqu'à Aton, puis il est revenu une deuxième fois à Luxor. Donc l'époque est une époque de trouble. La préparation d'une tombe ne prend pas seulement 19 ans. Le roi Ramsès II, qui a régné 67 ans, est enterré dans une tombe inachevée. Ça veut dire qu'on prend beaucoup plus de temps pour construire des tombes, jamais achever la chambre funéraire et le puits, parce que comme si on dit que ça y est, la tombe est prête, allez-y, voilà. Voilà. Donc, on ne prépare jamais les tombes jusqu'à la fin. Pour le roi Toutankhamon, parce qu'il a changé de capitale lui aussi, changé de nom, de divinité, il est retourné à Luxor, la tombe n'est pas achevée. Puis, on n'attend pas la mort d'un jeune enfant, d'un jeune à 19 ans. Donc, la tombe peut être inachevée. Ça veut dire qu'on peut accepter ça. Deuxième question, vous avez dit que pourquoi Néfertiti est enterrée dans la vallée des rois. La vallée des rois contient d'autres tombes qui appartiennent non seulement au roi, mais quelquefois aux hauts fonctionnaires aussi. Ça veut dire que nous avons Touya et Yoya, qui sont un homme et une femme, 2 époux, qui sont le père et la mère de la reine Ti. Tous les 2 étaient enterrés dans la tombe de la... Donc en fait, on a la même tradition d'aujourd'hui, que la famille est enterrée ensemble. Si c'est le cas pour c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Mais pour la vallée des rois, il y a beaucoup de changements, beaucoup de points d'interrogation aussi qui entourent quelques tombes, spécialement l'époque d'Akhenaton et de Toutankhamon et de Néfertiti. Oui. Et vous pouvez aussi, poser la question d'une autre façon. Et pourquoi Néfertiti, sa tombe soit cachée? Oui. Pourquoi elle n'a pas de porte comme les autres? Parce qu'il y a aussi une époque de trouble, parce que c'est pas une époque paisible comme les autres époques. Également, on avait parlé du masque de Toutankhamon, le masque qui est en état de restauration actuellement. C'est vrai. J'étais choquée hier parce que j'ai visité le musée avec mes étudiants. Parlez-nous de l'état du masque actuel. Oui, j'ai pénétré dans la chambre, j'ai pas trouvé le masque. Et c'était oui, il va prendre 2 mois. Parce qu'une fois, on a voulu mobiliser, je pense, la vitrine, la barbe s'est enlevée du visage et on a essayé de la coller. Comme ça, et puis quand c'était très abîmé, on a voulu maintenant faire la restauration d'une façon beaucoup plus... Où aura lieu la restauration? Je sais pas. Est-ce que ça sera en Égypte ou ailleurs? Oui, bien sûr. C'est une équipe étrangère. Oui, c'est une équipe étrangère, mais ce sont des savants qui vont faire ça. Non, c'est ici. Ils ont transporté le masque et je pense que c'était au musée qui va se dérouler cette opération. Peut-être au nouveau musée, le grand musée, où il y a là-bas des ateliers prêts pour accueillir... Elles ne sont pas encore prêtes, ces ateliers-là. Ils vont être prêtes après. Oui. Et je pense qu'il va prendre 2 mois de travail. Ça veut dire au mois de décembre, on pourra voir le masque à sa place. Et ça va dévaloriser un peu le masque, ou quand il sera restauré, il retournera intact et il aura la même valeur? La restauration, c'est une opération très importante, faite d'une façon technique trop développée. Donc je pense que le masque va retourner intact comme il était. Je pense qu'on a un commentaire justement. Oui, alors on va parler du masque justement. On va tout de suite voir ce reportage concernant le masque de Toutankhamon. Il y a plus d'1 an, ce joyau de l'Égypte antique a été endommagé par le transport dans le musée du Caire, une réparation sommaire qui a laissé des traces disgracieuses de colle. Malheureusement, il va être restauré, on vient de le dire, ça peut prendre 2 mois, mais pour plus de détails, nous allons regarder ensemble ce reportage.
En août 2014, durant des travaux sur le dispositif d'éclairage au musée du Caire, le masque funéraire de Toutankhamon a été abîmé et la barbe s'est détachée. Des employés de l'établissement ont alors utilisé de la colle époxy pour la rattacher, laissant un paquet de colle sur la barbe symbolique de l'enfant pharaon. La restauration du masque funéraire vieux de 3300 ans va enfin avoir lieu et durer 2 mois. Les réparations pourraient être terminées d'ici la fin de l'année ou disons dans 2 mois, avait déclaré fin octobre au journaliste le responsable du projet Christian Ekman, un spécialiste allemand de la conservation archéologique des objets métalliques et en verre. Les journalistes ont pu visiter le laboratoire où son équipe restaure le masque en or massif incrusté de lapis lazuli et de pierres semi-précieuses. L'expert a expliqué qu'il faudrait détacher et replacer la barbe, précisant que son équipe travaillait manuellement utilisant de fines baguettes en bois pour gratter le dépôt de colle. Il a également expliqué que ces travaux étaient une opportunité pour étudier de manière approfondie les matériaux utilisés dans la fabrication du masque. Il a précisé qu'il y avait un anneau en or au montant qui fixait la barbe. En janvier, Christian Ekman avait affirmé que le masque n'était pas en danger et que les dommages étaient réversibles. Découvert en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter dans la vallée des Rois à Luxor en Haute-Égypte, le trésor de Toutankhamon est la plus prestigieuse collection du musée du Caire. Outre le masque funéraire, il comprend 4 grands catafalques en bois doré, tous les bijoux du souverain de la 18e dynastie et 3 grands lits de parade. Il compte également 2 des 3 cercueils du pharaon, dont un en or massif sculpté. Mort à l'âge de 19 ans en 1324 avant Jésus-Christ, après un bref règne de 9 ans, Toutankhamon est devenu l'un des plus célèbres pharaons de l'Égypte antique grâce à son trésor funéraire, le plus fabuleux jamais découvert en Égypte. Alors, je voudrais revenir justement sur l'histoire de Akhenaton. Non, Akhenaton mine. Toutankhamon. Oui, Toutankhamon. Il faut dire que cette période est sombre. On sait que c'est la période où il y a eu le monothéisme, quelque chose qui a été complètement refusé par les gens de l'époque. Donc, vous nous avez dit hors caméra que peut-être qu'en effet, il a voulu protéger sa mère, enfin Néfertiti, la femme de son père, tel qu'il a voulu protéger son père. Mais pourquoi nous n'avons pas assez d'informations sur cette période-là? Parce que jusqu'à maintenant, c'est la période un petit peu la plus, on va dire, la plus floue. On a l'impression que les seuls éléments que nous avons, c'est les récits coraniques, bibliques sur ce pharaon-là en particulier. Mais sinon, nous n'avons rien. Les récits coraniques sur Akhenaton? Non, pas vraiment coranique, mais que c'était le premier pharaon monothéiste qui s'est battu pour défendre cette cause. Une seule divinité comme ça. Donc, dites-moi pourquoi il y a eu un flou de cette période. Pourquoi on n'a pas des traces, par exemple, peut-être que dans un des tombeaux, on aurait pu avoir des récits sur eux. La réponse se divise en 2 idées. Premièrement, la question du monothéisme. Je ne veux pas vous choquer, mais Akhenaton n'était pas monothéiste. Parce que le monothéisme, c'est adorer une seule divinité. Or, Akhenaton était lui-même adoré, à côté du dieu Aton. Donc, cette idée est... Il a changé de dieu. Voilà, il a changé. Il a enlevé Amon, changé totalement la religion d'Amon et les prêtres d'Amon pour une deuxième divinité qui est Aton. Donc, ceux qui étaient vraiment en colère, c'était les prêtres d'Amon. Et c'est pour cela qu'ils ont abîmé la plupart des monuments qui appartiennent à Akhenaton et à Aton. Pour ne pas laisser... Voilà, c'est pour ça que tu n'as pas vraiment de signes ni de documents à propos de cette époque. La deuxième partie, c'est pourquoi on n'a pas ici de traces dans des tombes. Les tombes ne sont pas faites pour nous enseigner. Ça veut dire que eux, pendant qu'ils faisaient leur tombe, ils ne pensaient pas à nous. Mais ils pensaient à leur gloire à eux. Ça veut dire que écrire dans les tombes ou bien dans les temples, ça veut dire écrire toujours les choses qui sont brillantes. Les objets de gloire. Mais faire des documents ou bien des renseignements pour nous, ils ne pensaient pas. Ceux qu'ils ont écrits, jamais n'allaient avec un dieu qui est contre Amon, par exemple, ou bien qui mettait en colère les prêtres d'Amon. Même si le roi à l'époque leur ordonnait ça?
c'est pendant cette époque seulement. Mais après cette époque, tout était abîmé, tout était enlevé. Et tu peux voir ça dans Tal el-Amarna, qui était la capitale d'Akhenaton. Tout est démoli là-bas. On ne peut jamais visiter une tombe et on n'a rien intact. C'est grave. Oui, oui. Bon, les autres tombes qui se trouvent également dans le Vallée des Rois et également des vallées des Reines. Parlez-nous un peu de ces tombes. Est-ce que ces tombes appartiennent à une dynastie précise ou c'était au fur et à mesure toutes les reines et rois de l'Égypte qui ont été enterrés là-bas? Pourquoi ils ont choisi cet endroit précis et pourquoi les deux, l'un devant l'autre, pas ensemble? Parce qu'on voyait que peut-être il y avait une égalité entre hommes et femmes à l'époque pharaonique, mais on voyait qu'il y a une distinction également logique dans l'entraînement. Au début, durant la 17e dynastie, les tombes étaient dans une nécropole qui s'appelle Dra'abun-Naga. Cette nécropole était toujours abîmée par les vents et les tempêtes. Et une fois on enterre les gens, les tempêtes abîment les entrées des tombes et on ne trouve jamais les tombes de nouveau. Un roi qui s'appelle Aménophis Ier a pensé à ça, il a voulu changer le site et mettre en chantier une sorte de vallée pour construire les tombes des rois. Et la question m'a beaucoup plu parce que tu as dit pourquoi le choix du site, c'est une montagne. Et construire les tombes creusées dans la montagne, ça ressemble un peu à l'idée des anciens Égyptiens d'avoir tout est caché. Ça veut dire ça leur rappelle un peu le soleil quand il se cache, puis revient de nouveau et tout ça. Donc c'est pour cela qu'ils ont choisi la montagne. Ils ont essayé de creuser les tombes à la montagne elle-même pour les abriter et pour les cacher des voleurs. Le premier roi qui était enterré dans la vallée des rois, c'est le successeur d'Aménophis Ier qui s'appelle Thothmosis Ier. Et c'est la première tombe qui appartient à un roi égyptien. Cette vallée a duré depuis la 18e dynastie et jusqu'à la fin de la 20e dynastie, ça veut dire la fin du Nouvel Empire. Après, on a changé de capitale et on a commencé à choisir d'autres lieux pour enterrer les rois. Pour les reines, ça a commencé avec la femme du roi Ramsès Ier, la 19e dynastie, à choisir une vallée pour les tombes des femmes, des reines et des princes. Non seulement les femmes, mais également les princes. Et c'est vrai qu'il y avait une égalité, mais les deux vallées sont l'une près de l'autre. En face, ils sont construits sur la rive ouest du Nil. De l'autre côté, sur la rive est du Nil, il y a deux temples très importants qui sont Karnak et Luxor. Oui. Karnak, c'est devant le temple, la vallée des rois. Luxor, c'est devant la vallée des reines. Et Luxor, normalement, c'est le harem. C'est le harem royal. C'est pour ça qu'il y a une sorte de lien entre les tombes et les temples. Ils ont pensé à tous les pharaons. Oui. Il y a le symbolisme très important chez eux. Alors, si jamais l'hypothèse s'avère être vraie et qu'on découvre la tombe de Néfertiti, vous, en tant qu'égyptologue, ça vous fera quoi? Je pense que c'est une idée très intéressante de découvrir une tombe pareille. Ça m'intéresse aussi d'attendre les résultats. C'est une idée un peu folle, si tu veux, un peu intéressante. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur. Justement, ça sera certainement intact. On est très curieux de savoir si voilà, il y a beaucoup de curiosité, mais les choses seront très intactes. Ça veut dire qu'on va trouver des coffres, probablement des lits, des chaises, des bijoux, des objets, des textes, des papyrus. La plupart des tombes ont été pillées au cours des siècles. Donc si jamais celle-ci est bien fermée et bien cachée, elle sera intacte. Voilà, comme celle de Toutankhamon. Oui. Alors, la statue, la fameuse statuette de Néfertiti qui se trouve, le buste à Berlin. Qui se trouve à Berlin, oui, au musée de Berlin. Moi, je croyais toujours qu'on a trouvé cette statue où est enterrée Néfertiti. Ce n'était pas le cas? Non. Où on avait trouvé Elle était trouvée dans un atelier de sculpteurs et elle a voyagé à l'étranger d'une façon un peu refusée par nous aujourd'hui parce qu'ils ont cassé la statue, ils ont mis de la boue tout autour pour la faire sortir. Parce que à ce temps-là, c'était la division. Ça veut dire si on découvre, les étrangers découvrent un des monuments, ils peuvent avoir le double, seulement la copie, s'il y a deux par exemple. Mais parce qu'il était unique, ce buste-là, ils ont cassé la statue et la couvrir avec de la boue. Et ainsi, ils ont pu faire sortir la statue je pense que c'était 1913, quelque chose comme ça. Et là-bas, ils ont enlevé la boue, restauré le buste et ils l'ont mis
comme vous savez, au musée de Berlin, de cette façon-là. Alors, ce n'était pas dans une tombe qu'on a Non, non, trouvé? dans un atelier, à Tal el-Amarna. Et la plus belle reine, d'après les récits, a Donc, été connue pour sa beauté. le buste est beau. Le buste est beau, mais elle si n'était tu pas belle. vois les Elle a autres vous cassé reliefs... un mythe, là. Vous me Non, cassez un non, si tu vois les autres reliefs, probablement tu auras changé un peu Oui, l'idée. c'est vrai. L'épouse de Ramsès II, elle était très, très belle, elle également. Quand on voit ces statues. Nefertari, oui, elle est belle. L'épouse aussi d'Amenophis III qui s'appelle Renti, aussi, elle est connue par sa beauté. Oui. Oui. Et est-ce que c'est vrai que Nefertiti, elle avait des origines pas égyptiennes? C'est un avis. C'est un avis. C'est À pas- cause du nom. Parce que la belle est venue, la belle est arrivée. Arrivée d'où, c'est ça. Très bien. Ok. Alors, Malheureusement, c'est la fin de cette malheureusement, émission. c'était un Je voulais sujet très énormément intéressant. parler. et- Oui, exactement. Surtout qu'on m'a cassé un mythe, là. Je pensais que Nefertiti était suis découverte. Non, c'est pas grave. Bon, alors, voilà, nous sommes à l'attente aujourd'hui, des oui, on a su plusieurs informations très très importantes à propos de ces rois et reines égyptiennes. On remercie infiniment notre invité, Dr Mayezaki, professeur d'archéologie à la faculté de tourisme et d'hôtellerie. Je vous en prie, bien. merci. Merci à vous. Et Laura, je crois qu'on termine cette émission. Exactement. J'étais ravie d'être avec toi. On se Moi retrouve également. demain avec la même équipe, Mona et moi, pour une nouvelle édition de votre quotidien Bourgeois Égypte.